Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Est-ce que Kim Kardashian est légitime pour nous donner une masterclass business qui coûte plus de 100 euros? Je fais mon moringa et on en parle. Quand Kim Kardashian a lancé sa masterclass de 10 points pour nous expliquer comment est-ce qu'elle a monté un empire, il y a eu deux camps. Il y a eu d'un côté les gens aficionados de Kim et qui ont reconnu que effectivement elle a monté un empire et qu'elle est super légitime pour donner des conseils dans le business. Et puis de l'autre côté, on avait les gens qui disaient qu'elle n'est pas du tout légitime parce qu'elle vient d'une famille privilégiée qui est déjà riche, qui a un réseau et surtout, elle s'est fait connaître grâce au sextape. Effectivement, Kim Kardashian, c'est une Nepo Baby, ça, il n'y a pas de doute. Pour rappel, les Nepo Baby, ce sont des gens qui bénéficient du réseau de leurs parents. Et là, plus précisément pour Kim, c'est la fille de Robert Kardashian qui était l'un des avocats lors du procès du sportif O.J. Simpson. Donc effectivement, on ne peut pas nier qu'elle avait un petit peu ses petits papiers dans Hollywood. En plus, c'était l'ex-meilleure amie de Paris Hilton. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous connaissez cette personne? Ou bien, est-ce que vous connaissez cette personne? Pourtant, ici, on a la fille de Steve Jobs et là, on a la fille de l'acteur Jude Law. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de Nepo Baby et même des Nepo Baby qu'on ne connaît même pas et qui essayent pourtant de faire du business ou bien de se construire une image médiatique. Alors qu'est-ce que Kim Kardashian a fait différemment de tous ces Nepo Baby? Dans cette vidéo, on va décortiquer ces 10 commandements ou commandments qu'elle donne lors de cette masterclass. Je vais vous donner moi mon analyse et je vais aussi vous donner les limites et ce qu'elle ne dit pas vraiment quand elle nous donne ces commandements. I turned being underestimated into billions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shanice, je suis consultante en stratégie social media. J'aide les créateurs et les entreprises à créer de l'impact culturel sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube. Et je développe aussi de mon côté ma propre chaîne YouTube où je parle de mode et de pop culture. Sur cette chaîne, vous allez voir toutes les coulisses de la création de contenu, que ce soit sur ma chaîne ou bien comment est-ce que j'aide d'autres personnes, donc des marques ou des créateurs, à développer leur présence en ligne via des stratégies bien précises. Donc si c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et on est parti pour le premier commandement. Là, j'ai ma page Notion avec les notes et les commandements. Alors, le premier commandement, c'est You are the product, donc vous êtes le produit. Là, ce qu'elle explique, Kim, c'est qu'elle se voit comme un produit. Elle partage sa vie dans sa télé-réalité. Elle s'est rendue incontournable auprès de certaines personnes et surtout, elle façonne son image de marque. Donc ça veut dire qu'elle va faire très attention à comment est-ce qu'elle se présente, comment est-ce qu'elle inspire les gens, comment elle va prendre soin même de son physique, parce que Kim Kardashian, mine de rien, elle a quand même eu un impact énorme dans la vision qu'on avait des corps à Hollywood, puisqu'elle est arrivée avec ses formes et elle ne s'en est pas excusée. Et d'ailleurs, elle a lancé beaucoup de modes. Donc ce qu'elle explique, c'est que quand vous créez une marque ou quand vous voulez vous imposer en ligne, ce que vous véhiculez ou la marque que vous voulez vendre, les produits que vous voulez vendre, doivent être une extension de votre personne. Et ça passe par le storytelling selon elle. Par exemple, elle dit que pour Skims, elle portait énormément de gaines parce qu'elle est connue pour avoir des formes, pour avoir une taille super marquée et apparemment, elle utilise des gaines. Sauf qu'elle s'est rendue compte que dans le marché des gaines, il y avait très peu de gaines déjà pour sa taille, qui allaient à sa morphologie et en plus qui correspondait à sa couleur de peau. Donc elle devait teindre ses gaines avec du thé pour que ça matche avec sa teinte de peau. Autre exemple qu'elle donne, c'est autour de sa marque KKW Beauty, qui est une marque de cosmétiques et donc de maquillage. Elle dit que souvent les célébrités, quand elles se maquillent, elles ne montrent pas les behind the scenes, donc les coulisses, comment est-ce qu'elles se maquillent, et surtout, elles ont toutes des maquilleurs. Kim, elle explique qu'elle faisait des tutos pour montrer comment est-ce qu'elle se maquillait. Et ce qui est le plus important, c'est que Kim, elle a démocratisé ce qu'on appelle le contouring. Donc c'est le fait de venir mettre des ombres sur son maquillage pour sculpter le visage. C'est une technique qui est très populaire chez les drag queens, mais qui a été vraiment démocratisée dans le mainstream par Kim Kardashian. Et donc elle explique qu'elle faisait ses tutos elle-même pour montrer qu'elle sait le faire. Elle se positionne donc comme une experte, comme un peu un pilier dans le milieu du maquillage, ou en tout cas dans le milieu du maquillage mainstream. C'est vrai ou c'est pas vrai, en tout cas c'est l'image qu'elle a essayé de se donner et c'est comme ça qu'elle a créé la marque KKW Beauty. Donc on voit bien que toutes les marques qu'elle crée, c'est un peu une extension d'elle-même. Elle raconte comment est-ce qu'elle est arrivée à développer ses produits parce que selon elle, il y avait un manque dans certaines catégories des marchés qu'elle tentait d'exploiter. Donc en gros, ce qu'elle dit, c'est que l'image de marque personnelle, donc ce qu'on appelle le personal branding, crée la confiance. Et ce qu'on comprend, c'est que quand tu lances une marque, il faut forcément te montrer, il faut forcément raconter ton histoire, il faut forcément que tu colles à l'image de ta marque. Et ça, il y a plein d'exemples dans le business en ligne ou dans le business tout court. iPhone, c'est Steve Jobs. Milia Matcha, c'est Andy Ella. Martin Cosmetics, c'est Gaël Garcia Diaz. Vous voyez qu'il y a plein de marques, et surtout les marques qui viennent de se lancer, qui utilisent le visage du fondateur. Mais maintenant, moi, les limites que j'y vois, c'est tu es en train de créer ta marque, mais qu'ensuite, tu veux un petit peu te détacher de cette marque. Tu veux pas que l'image de la marque dépende entièrement de toi.
comment est-ce que tu fais ? Je pense que c'est des questions que se posent plein de créateurs, par exemple comme Hugo Décrypte, qui a lancé un média, donc le média Hugo Décrypte, où il emploie des journalistes et il donne des news quotidiennes sur sa chaîne YouTube. Mais petit à petit, il essaye de se retirer en employant des gens qui vont faire les voix off pour lui, qui vont présenter les news à sa place. Mais je pense que la marque est encore très attachée à Hugo. D'ailleurs, c'est même juste dans le nom du média. Donc effectivement, avoir une personne à qui on s'identifie, ça crée de l'authenticité, mais ça peut être aussi à double tranchant si jamais on veut se détacher, et encore pire, si on a un bad buzz. Si, je sais pas, imaginons, il y a un gros scandale autour de notre personne, mais on veut quand même continuer à vendre, ça peut être compliqué. Et je trouve que des marques qui ont bien fait ça, de détacher leur personne de la marque, tout en gardant un petit peu cette aura, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous allez comprendre avec l'exemple que je vais vous donner, ce sont les marques de luxe. Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Gucci qui a monté Gucci, Balenciaga, Cristobal Balenciaga, ils ont créé des légendes autour de leur personne, si bien que maintenant ce sont juste des directeurs artistiques qui reprennent les rênes de la maison, puis des directeurs financiers ou des directeurs, des CEO tout simplement, qui reprennent les rênes de la maison sans pour autant que le créateur même de la marque soit encore vivant. Ils ont réussi à créer des codes tellement forts, à créer des manifestes et à transmettre des valeurs tellement fortes et tellement puissantes à travers les années que leur marque perdure encore aujourd'hui juste à l'évocation de leur nom, et pourtant ils ne sont plus là. Donc le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'essayer d'insuffler l'ADN de votre marque à votre marque. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Ça me fait penser notamment par exemple à Hailey Bieber qui a créé la marque Rhode, donc qui est une marque de skincare, qui a revendu sa marque pour $1 milliard à ELF, qui est une autre marque de cosmétiques, qui je suppose veut élargir son portefeuille. Hailey Bieber, elle est devenue directrice artistique de sa marque, mais je pense que comme elle incarne un peu la clean girl, la fille qui va manger sain, la fille qui va super prendre soin de sa peau, la marque fait appel en fait à des influenceurs qui représentent exactement les mêmes valeurs, et donc je pense qu'à terme, ça c'est mon avis, Hailey Bieber pourra totalement se détacher de la marque Rhode. Je pense que c'est plus compliqué par exemple pour une marque comme Fenty Beauty qui dépend de Rihanna, qui appartient à LVMH, mais je crois qu'ils vont revendre leur part dans Fenty Beauty. Donc LVMH, c'est un grand groupe qui détient Louis Vuitton, Moet Hennessy, Dior, Sephora. D'ailleurs, c'est là où Rihanna était d'abord vendue en exclusivité avec sa marque Fenty Beauty. Je pense que Fenty Beauty et Fenty Skin, ça dépend énormément de Rihanna parce que l'ADN de la marque est un peu trop lié à elle. Et c'est pas lié forcément à des valeurs et à un archétype très précis. Par exemple, si on prend l'archétype de la marque Coco Chanel, ça va être la fille bourgeoise, très classique, qui sort très rarement de son carcan. Ça, c'est un archétype. Est-ce que j'arrive à décrire l'archétype d'une femme qui utilise Fenty Beauty, qui utilise Fenty Skin ou qui utilise sa marque Fenty Hair, je sais plus, enfin sa marque capillaire? Pas vraiment. Est-ce que j'arrive à décrire l'archétype d'une fille qui utilise les produits Rhode d'Hailey Bieber? Ouais, c'est une fille qui boit du matcha, qui fait super attention à ce qu'elle mange, qui a un appartement très esthétique. Bref, je peux totalement le décrire. Et ça, c'est super important d'insuffler ça quand on crée une marque. Alors, je vais pas donner des conseils à Rihanna, je pense qu'elle s'en sort très bien, mais l'authenticité se crée aussi dans les valeurs qu'on essaye de transmettre à sa marque. Et en ce sens, je pense que Kim Kardashian, elle a raison. Il faut se vendre comme un produit pour pouvoir vendre sa marque parce que, avant tout, on achète à des humains, mais il faut faire aussi attention à ce que notre marque ne soit pas trop dépendante de nous. Et dernier point que j'avais envie d'aborder, que font les marques comme Carrefour, Auchan, Leclerc, est-ce que vous connaissez le dirigeant de Carrefour? Est-ce que vous mettez un visage sur Carrefour? Bah, pas tant que ça. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont mettre en scène des employés de leur entreprise, donc des caissières, principalement des caissières et des caissiers. Récemment, je pense que vous l'avez tous vu, il y a eu un buzz autour d'une caissière qui s'appelle Léonie, qui faisait des danses TikTok sur le compte de la marque Carrefour. Et ça, je trouve ça intéressant d'utiliser les employés pour quand même humaniser la marque. Il y a plein de marques qui font ça. Ou le truc, ça peut être aussi d'utiliser une mascotte comme Duolingo par exemple, qui a une forte personnalité. Après moi, le truc de faire appel à des employés pour promouvoir la marque, c'est est-ce que déjà ils sont rémunérés en plus pour apparaître sur les réseaux de la marque? Ça, c'est une question que je me pose. Et au niveau de chaîne YouTube, ça peut être aussi intéressant si vous êtes une marque, justement, de prendre un employé qui a de la gouaille, quelqu'un, ou même parfois un acteur, il y a des chaînes YouTube qui font ça, qui prennent un acteur pour incarner le message de la marque et publier sur YouTube, sur TikTok,
TikTok ou sur d'autres réseaux. C'est par exemple ce que fait la chaîne YouTube Tarmac. Ils ont tout un collectif de personnalités qui vont apparaître sur plusieurs formats. Et donc, s'il y a du turnover, parce que c'est aussi ça le risque quand on fait appel à des employés, c'est d'avoir un employé qui part et tout d'un coup, l'audience se retrouve sans personne pour incarner la marque, ou bien il y aura une autre personne, mais on perdra un petit peu de cet attachement émotionnel qu'on avait avec telle ou telle personne. Donc, c'est pas mal parfois d'avoir plusieurs personnes qui incarnent différents formats. Et comme ça, s'il y a du turnover, ça peut totalement le faire puisque on s'attache à plusieurs personnes. Ensuite, le commandement numéro 2, c'est « They prove it, you perfect it ». Ça veut dire « Ils le testent, vous le perfectionnez ». Donc en gros, là-dedans, elle explique que elle fait super attention au retour de ses clients. Quand elle a lancé Skims, elle voulait vraiment avoir des critiques constructives sur les produits. Elle a fait vraiment attention, aux critiques constructives sur les produits. Est-ce que les gaines étaient confortables? Est-ce que c'était possible de bien les enlever quand vous alliez aux toilettes? Est-ce que vous aviez des bouts qui vous rentraient dans la peau? Elle a fait très attention à tout ça. Comment est-ce que le produit était perçu? Et surtout, ça donne l'impression, même pas l'impression, le client en fait est vraiment inclus dans le processus de création du produit pour faire le meilleur produit possible. Et ça, je trouve que c'est un bon conseil parce que quand on se lance soit sur les réseaux en tant que créateur de contenu ou en tant que marque, on a souvent envie d'avoir l'idée parfaite. Mais l'idée parfaite, elle n'existe pas. Il faut déjà avoir une idée, et ça je vais revenir là-dessus, mais il faut déjà avoir une idée, la balancer un peu à tout le monde, voir comment ça réagit et ensuite ajuster. En gros, il faut balancer l'idée pas la meilleure idée possible et donc procrastiner et repousser un lancement, que ce soit un lancement de chaîne, que ce soit un lancement de produit. Évidemment, il ne faut pas que le produit soit nocif, mais au bout d'un moment, il faut quand même se donner des deadlines et se dire, ok, là je pense que le produit est assez bien pour que je le commercialise. Là, je pense que je suis assez confiante pour me lancer sur les réseaux et je balance ma première vidéo. Et après, avec les retours et avec aussi l'expérience, on peaufine, on perfectionne pour s'améliorer tout simplement. Et c'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps. Aucun produit ne s'est lancé en étant parfait. L'iPhone, ils ont d'abord lancé un premier produit. Il y avait des fonctionnalités qu'il n'y avait pas et au fur et à mesure, chaque année, ils rajoutent des fonctionnalités. Bon, même si aujourd'hui, ça sert plus trop à rien, je pense qu'on a eu assez d'iPhone. Mais bon, vous avez compris. Et ça, c'est intéressant aussi, quand elle dit « They prove it, you perfect it », elle dit qu'elle regarde beaucoup ce qui se fait dans son marché. Par exemple, pour les gaines, elle s'est rendue compte, comme elle le dit, qu'il y avait des marques qui proposaient des gaines, mais qui proposaient pas de couleur de peau inclusive, donc c'est-à-dire des teintes nude qui correspondent aux réelles couleurs de peau des gens. Donc si t'as la peau un peu plus mate, que t'as la peau beaucoup plus foncée et jusqu'à noire, il n'y avait pas de gaines pour toi. Et ça, c'est même pareil dans les collants, dans les pansements, enfin bref. Et dans le make-up aussi parfois. Elle a identifié une audience auquel un marché ne s'adressait pas. C'est exactement aussi ce qu'a fait Rihanna avec Fenty Beauty. Elle a remarqué que certaines personnes n'étaient pas représentées dans les teintes de fond de teint et donc elle leur a créé des fonds de teint sur mesure qui allaient correspondre à leur carnation. Donc parfois, trouver la bonne idée, c'est pas forcément trouver l'idée que personne n'a jamais fait. Beaucoup de marques vendaient déjà des gaines, beaucoup de marques vendaient déjà des fonds de teint, mais est-ce que toutes les marques adressaient toutes les audiences et pouvaient vraiment répondre aux demandes de tout un marché? Pas du tout. Et ça, je trouve ça intéressant de voir un marché qui vous intéresse, des produits qui vous intéressent et de voir les lacunes de ce marché. Donc ça vaut pour le lancement d'une marque, mais ça vaut aussi pour le lancement, imaginons, pour se lancer en tant que créateur de contenu. Je donne mon exemple. Personnellement, moi, j'ai une chaîne qui parle de mode et de pop culture. Je voulais parler de mode sur YouTube parce que je suis toujours passionnée par le milieu de la mode, Et donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur les réseaux, et notamment sur YouTube. Alors, qu'est-ce qui se fait? Ça va beaucoup être des gens qui vont présenter leur tenue, des gens qui vont se préparer avec nous pour en s'habillant, etc. Des gens qui vont montrer leur retour de shopping, donc ce qu'on appelle des hauls. Des gens qui vont analyser les vêtements des stars sur les tapis rouges ou sur des grands événements mode comme le Met Gala. Et il va y avoir des gens qui vont raconter des histoires autour de la mode. Et je trouvais qu'il y avait très peu de gens qui parlaient de comment est-ce que ça se passe, quel est l'envers en fait du décor de l'industrie de la mode. Très peu de gens parlaient, par exemple, comment est-ce qu'on approvisionne des vêtements, comment est-ce qu'on se fournit chez des fournisseurs, comment est-ce qu'on fabrique des vêtements. En tout cas, très peu de créateurs de contenu. Tout ce qui était coulisses un peu de l'industrie de la mode, ça se trouvait beaucoup à la télé, sur Arte, ou bien sur des chaînes comme Paris Première. Et moi, j'avais vraiment envie d'adresser ce segment-là de marché parce que y a encore cette idée que la mode, c'est quelque chose d'assez superficiel et que on s'habille juste comme ça. J'avais envie de déconstruire ce mythe-là pour montrer qu'il y a toute une industrie derrière, que ce soit dans le mannequinat, que ce soit dans la création de produits, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé aux achats et au marketing de marques de mode et de marques de vêtements,
et de cosmétiques. Et je trouvais qu'il y avait très peu de gens des coulisses en fait de l'industrie qui parlaient vraiment des coulisses de l'industrie. Quand on voyait les coulisses de l'industrie, c'était toujours des backstage ou des making-of un peu superficiels des marques pour nous vendre du rêve. Mais comment est-ce que ça se passe vraiment? Ça, il y a très peu de contenu là-dessus. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pensé un de mes documentaires phares sur ma chaîne où je parle d'agences de mannequins qui recrutent des mannequins dans des camps de réfugiés et j'explique comment est-ce que ça fonctionne une agence de mannequins, comment est-ce qu'on recrute un mannequin, comment est-ce qu'on estime que c'est un bon mannequin ou que c'est un mannequin qu'on va pas faire travailler. Et donc ça permet de se positionner en fait, ça arrivera pas tout de suite, mais ça permet aussi de donner des idées. Et c'est ce que je dis souvent à mes clients qui sont créateurs de contenu, qui pensent qu'ils ont déjà traité tous les sujets sur leur chaîne. Bah pas vraiment en fait. C'est pas parce qu'il y a un sujet qui a été traité par un de tes concurrents, et d'ailleurs sur les réseaux sociaux je pense pas vraiment qu'il y ait de concurrents, parce que regarder une influenceuse, regarder un créateur de contenu par exemple qui fait de la mode, ça n'empêche pas d'en regarder un autre. En gros c'est pas A et non A, voilà. Donc pour moi il n'y a pas vraiment de concurrence, mais voilà, je vais dire concurrence pour que vous compreniez bien. Et puis même, je trouve que la concurrence est très saine, pour ajouter, sur les réseaux sociaux, parce que si tu suis une influenceuse, je sais pas, qui te parle de mode éthique, et bah l'algorithme va comprendre que tu as un intérêt pour la mode éthique, et donc il va te recommander d'autres influenceurs et d'autres créateurs de contenu qui parlent de mode éthique. Donc finalement, il y a un peu de la place pour tout le monde. C'est un peu bateau, mais c'est vrai. Et donc ce que je conseille à mes clients, c'est de ne pas forcément se dire, ok, parce que un de mes concurrents à traiter un thème, moi je ne peux pas le traiter. Imaginons vous êtes une chaîne qui parle de films, et bah s'il y a Stranger Things qui vient de sortir sur Netflix, vous pouvez critiquer déjà rien que la série, vous pouvez parler des coulisses de comment est-ce que ça a été créé, vous pouvez dire ok, Stranger Things est inspiré d'un projet secret de la CIA, vous pouvez faire du gossip aussi sur les relations entre les acteurs, quel acteur était pas content de tel ou tel acteur, enfin il y a tout un tas de choses que vous pouvez traiter, vous pouvez en fait avoir une thématique, avoir un sujet et l'aborder via différents angles. On passe au commandment numéro 3, donc le commandement numéro 3, define yourself before others do. Donc définis-toi avant que les autres ne fassent. Je me dessèche. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne laisse pas les médias la définir. Elle-même essaye d'orienter comment est-ce qu'on va la voir. Alors ce qui est intéressant, c'est que Kim Kardashian, elle a toujours été vue comme quelqu'un qui avait percé famous for being famous. En gros, elle a percé pour rien, quoi. Elle est juste connue parce qu'elle est connue. Elle fait juste du business parce qu'elle est connue. Et donc elle avait un peu cette image de fille superficielle et cervelée. Et elle en a d'abord beaucoup joué en créant des images où elle est hyper sexualisée, en créant des images très provocantes, en jouant sur son côté un peu narcissique, en vendant un livre uniquement rempli de ses selfies qui s'appelait Selfish. Au lieu de se laisser dicter par la narrative des médias, elle a justement joué avec ça. Un autre point, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a sorti sa masterclass, c'est qu'elle essaye de retravailler son image pour la rendre un petit peu plus légitime dans le business. Donc c'est pour ça qu'elle fait des masterclass. Elle essaye aussi de se rendre un petit peu plus crédible. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'elle a repris des études de droit comme son père. Et vous voyez qu'elle raconte pourquoi est-ce qu'elle reprend des études de droit, parce que son père faisait du droit et qu'elle pense qu'en faisant du droit, elle peut le rendre fier. Et elle raconte aussi qu'elle a toujours eu cette envie de défendre les gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'elle est intervenue dans des procès de gens qui étaient, il me semble, alors si je dis pas de bêtises, qui étaient condamnés à mort, et en essayant de faire soit annuler leur condamnation, soit de la repousser. Donc vous voyez qu'elle essaye de se donner cette image beaucoup plus sérieuse, et donc au lieu d'attendre que les médias disent ok, Kim Kardashian c'est quelqu'un d'assez légitime, d'assez crédible, de sérieux, quelqu'un qu'on peut suivre vraiment pour ce qu'elle incarne, eh bien elle va raconter comment est-ce qu'elle a envie qu'on la voit. Alors elle va pas dire explicitement je veux qu'on me voit comme quelqu'un de sérieuse, elle va montrer par ses actions, par les histoires qu'elle raconte, que c'est comme ça qu'on devrait la voir. C'est aussi d'ailleurs pour ça par exemple qu'elle a fait des conférences à Harvard, ou qu'elle fait beaucoup de conférences depuis ces dernières années sur le business, qu'elle parle énormément de business. Donc en gros, si tu ne te racontes pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et surtout ton image le fera pour toi. Et je trouve que ça va bien avec le fait de You Are the Product, de raconter ton histoire, de dire qui tu es, de donner en fait la promesse que tu vas faire à ton audience. Elle raconte par exemple que pour promouvoir la marque Dash dans les années 2000, donc c'était sa marque avec ses sœurs, bah justement la famille a lancé la télé-réalité Keeping Up with the Kardashians, donc leur télé-réalité autour de leur vie. Donc à la base c'était vraiment pour promouvoir cette marque, pour raconter toutes les histoires un petit peu de la famille et donc d'attirer du client dans leur boutique Dash. Et cette idée de reprendre le contrôle sur son narratif, c'est super intéressant dans son cas parce qu'elle s'est dit
ok, on m'hypersexualise, on me traite comme quelqu'un voilà, de creux, de superficiel, de pas intelligent, je vais capitaliser là-dessus et gagner mon pognon là-dessus. Est-ce que finalement c'est pas super intelligent? Alors moi, ce que je trouve qui manque à cette masterclass, c'est de donner aussi du crédit aux gens qui l'ont aidé à définir cette image. Par exemple, il y a sa mère Kris Jenner qui est la momager par excellence, qui manage un peu toute la famille Kardashian, qui est très forte. Dans sa marque de gaines, donc Skims, elle s'est super bien entourée. Par exemple, il y a Emma Grede qui est au développement produit. Emma Grede, c'est une entrepreneure qui a cofondé la marque Good American avec Khloé Kardashian et qui a cofondé aussi Skims avec son mari Jens Grede et Kim Kardashian. C'est une experte du produit. D'ailleurs, c'est grâce à elle que les produits Skims sont vus comme très qualitatifs. Et surtout, donc ce que j'expliquais par exemple dans une de mes vidéos sur ma chaîne, c'est que faire des produits grande taille, tout le monde n'y arrive pas parce que souvent il y a des problèmes avec, enfin vous l'avez peut-être déjà testé si vous avez des formes et que vous mettez un jean par exemple ou que vous mettez une gaine, il y a toujours ce petit écart de taille ou de tissu qui fait que le vêtement ou que la gaine ne vous va pas totalement bien. Et ça, Emma Grede, c'est vraiment une experte sur comment gérer la production de vêtements grande taille. Donc il y a aussi le truc de bien s'entourer pour avoir une image beaucoup plus qualitative et surtout avoir des produits beaucoup plus qualitatifs. Mais ça vient forcément avec le temps. Au début, on n'a pas forcément les fonds et les moyens pour bien s'entourer. Donc voilà. Et puis surtout, Kim Kardashian, elle a beaucoup aussi redéfini son image grâce à Kanye West, parce qu'il faut savoir que elle veut vraiment, depuis quelques années déjà, être beaucoup plus crédible et aussi devenir beaucoup plus crédible dans la mode. Et ça fait vraiment beaucoup plus que il y a 2 ou 3 ans, c'était presque vers 2015. Vers ces années-là, quand elle s'est mariée avec Kanye West, elle n'était pas encore assez légitimée dans le monde de la mode. Les maisons de luxe exécraient Kim Kardashian, elle était persona non grata. Par exemple, elle n'était pas invitée au Met Gala, qui est l'événement par excellence si tu veux montrer que tu as un impact dans le monde de la mode ou que tu as vraiment un pied dans ces industries-là. Elle n'était pas invitée, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ses sœurs non plus, puisqu'elles étaient vues comme des gens vulgaires. Il y avait même Dolce & Gabbana qui avait critiqué les Kardashians en disant que voilà, c'était le niveau zéro de la culture. Et quelques temps après, ils ont travaillé avec elles parce qu'elles sont devenues incontournables. Et pareil pour le Met Gala, Kim Kardashian, la première fois qu'elle est allée au Met Gala, c'était parce que c'était la plus sain de Kanye West. Et Kanye West, il a complètement retravaillé son image de marque, et notamment la manière dont elle s'est habillée et la manière dont elle s'est présentée, qui lui a donné un statut un petit peu plus premium auprès des marques de luxe. Ça a commencé par Balmain, et puis aujourd'hui, beaucoup de marques font appel à ses services. Ensuite, le commandement numéro 4, c'est « Don't follow the feed, be the feed ». Ce qu'on comprend ici, c'est que ça ne sert à rien de copier les autres. Il faut ajouter un peu de soi-même si on reprend une tendance sur un marché. Kim, elle explique qu'elle poste parfois à des heures mortes et qu'une seule image très forte vaut plus que de poster tout le temps. Alors ça, je pense que c'est vraiment parce que c'est elle. Effectivement, les images fortes fonctionnent, mais la constance, et ça je l'ai remarqué même sur ma chaîne, c'est super important pour maintenir une audience, en tout cas quand on débute. Et après, quand on a une audience bien établie, effectivement, on peut privilégier de faire des vidéos vraiment très qualitatives, mais moins souvent. Mais ce qu'elle dit dedans, et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça ne sert à rien, effectivement, de copier, et ça, je suis totalement d'accord. Il faut se renseigner sur ce que fait son marché, mais si tu refais la même chose que fait déjà tout le monde, pourquoi est-ce qu'on te suivrait toi plutôt que d'autres personnes? Elle explique par exemple que chez Skims, elle a joué sur cet aspect, je suis une fille voilà, très sexy qui met en avant un petit peu ses atouts. Donc elle a sorti un soutien-gorge avec des tétons apparents. Et ça, c'est des produits qui vont créer le buzz, qui vont totalement à l'encontre de ce qui se fait naturellement dans le milieu de la lingerie, dans le milieu des gaines, où tout doit être assez invisible, on va dire. Et puis les images sont assez élégantes, c'est très léché. Alors là, les images de Kim sont très léchées, mais elles sont quand même provocatrices. Elle a aussi lancé un autre produit récemment qui s'appelle le Merkin, qui est un string avec des faux poils pubiens. Alors, je pense que l'idée, c'est pas forcément de vendre le plus de strings comme ça, parce que, honnêtement, est-ce qu'on en aurait vraiment besoin? Non, mais ça amène de l'attention sur la marque. Ça amène de la discussion autour de la marque. Et d'ailleurs, pour les soutiens-gorge avec des tétons, elle dit que y a beaucoup de clientes qui s'étaient fait faire des mastectomies, donc qui n'avaient plus de seins, qui lui ont dit que ce type de soutien-gorge-là, ça leur donnait l'impression de retrouver une nouvelle féminité. Ce que je disais, l'idée, c'est pas forcément de faire le plus de ventes sur ces produits, mais c'est de faire de ce qu'on appelle du brand awareness. Ça veut dire que l'attention soit focalisée sur la marque. Et donc, quand tu vas penser à des gaines, tu vas peut-être penser à Skims parce que tu as vu ce buzz autour du string avec des poils ou bien autour du soutien-gorge avec des tétons. Et le truc de ne pas suivre ce que tout le monde fait, ça permet aussi de vous démarquer, encore une fois, de vos concurrents. Si vous êtes, par exemple, on va dire,
une créatrice de contenu cuisine, voilà, on va prendre ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus envie de vous suivre vous que d'autres? Est-ce que ça va être par l'approche que vous allez donner à vos recettes? Est-ce que comme Loulou Kitchen par exemple, vous allez faire une cuisine beaucoup plus provençale, une cuisine un peu du sud? Est-ce que vous allez donner des conseils pour les jeunes mamans qui veulent nourrir leurs enfants, qui n'ont pas le temps? Est-ce que vous allez entrer dans l'ère un peu tradwife comme Nara Smith? Et je trouve par exemple ce qui est intéressant avec Nara Smith, c'est qu'elle a une signature qui est super reconnaissable. Et moi je dis souvent, quand vous voulez voir si vous avez une vraie image de marque, il faut qu'on puisse vous imiter. Il faut qu'on puisse vous copier. Est-ce que vous arrivez à imiter Nara Smith? Pour l'imiter, c'est simple. Il faut une voix super douce, une musique jazz en fond, des habits, on dirait que tu sors d'une fashion week alors que tu es en train de faire la cuisine. Et surtout, tu fais tes plats de A à Z. Ça veut dire que tu vas récolter ton blé pour faire tes céréales. C'est un peu ça le running gag autour de Nara Smith. Et donc je trouve qu'avoir une signature comme ça, par exemple ne pas céder aux tendances, imaginons il y a une musique qui est tendance, Nara Smith, elle pourrait très bien l'utiliser dans certaines de ses vidéos. Mais non, elle utilise toujours le même type de musique. Et ça crée aussi de l'attachement à votre personne et ça vous positionne sur le marché, on arrive à vous décrire très rapidement. Et j'ai d'autres exemples qui me viennent en tête en parlant de ça. C'est par exemple, vous avez forcément vu passer la pub Intermarché avec le loup qui devient végétarien. Et donc je regardais une interview du directeur d'Intermarché, je sais plus si c'est le directeur ou quelqu'un, enfin bref, quelqu'un d'Intermarché, qui disait que eux, depuis quelques années, dans leur communication, ils essayent de se positionner sur la tâche émotionnelle entre la grande enseigne et le public qui vient faire ses courses, en créant des spots de pub très storytellés, toujours autour d'une histoire, avec une musique forte. Ils avaient par exemple fait la musique avec la chanson qui fait l'amour, 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 où un jeune homme tombe amoureux de sa caissière, et donc il revient tout le temps à Intermarché, il essaye de l'impressionner par les produits qu'il achète, en lui montrant qu'il achète des produits plus sains, etc. Et donc ça crée en fait de l'émotion autour de la pub, alors que les concurrents d'Intermarché, donc Carrefour, Lidl, Aldi, ils vont plus se concentrer sur on est le moins cher. Et ça a permis à Intermarché de vraiment se démarquer, en tout cas en termes de communication et de positionnement. Le directeur d'Intermarché, il expliquait qu'il a envie que quand on fasse un repas, un événement avec sa famille, ses amis, qu'on a envie de réunir, qu'on pense à Intermarché parce qu'on a cette attache émotionnelle à l'enseigne. Et ça, après, vous voyez, il a été copié. Quand on peut vous copier, c'est que c'est un peu bon signe. Il a été copié par Carrefour et par toutes les autres enseignes qui ont, à un moment donné, suivi ce truc de la pub qui raconte une histoire et qui véhicule des émotions. Et là aussi où je trouve qu'il s'est différencié, si vous traînez sur YouTube, vous avez peut-être remarqué que des marques comme Carrefour, comme Westfield, utilisent de l'IA pour faire leur ads. Donc si ça se trouve, là, vous allez avoir une pub Carrefour sur la vidéo et vous allez voir que c'est une pub, ça se voit que c'est de l'IA. Alors si c'est pas de l'IA, honnêtement, j'arrête tout. Et je trouve ça incroyable que des marques qui aient autant de budget, alors je connais pas leur budget en Google Ads et en pub, mais jusque-là ils avaient du budget, utilisent de l'IA, ne puissent pas faire appel à des vrais acteurs pour des pubs où c'est juste quelqu'un qui dit de venir à Carrefour, enfin la pub n'a même rien d'extraordinaire qui pouvait pas se faire avec quelqu'un de réel. Je comprends moi je suis pas contre l'utilisation de l'IA, moi-même j'utilise de l'IA. Quand t'as du budget, pourquoi tu fais pas appel à des vrais gens? Et ça, le patron d'Intermarché ou le directeur d'Intermarché, il a expliqué que pour la pub du loup végétarien, ils ont fait appel à une agence française, à des vrais animateurs, à des vrais motion designers, à des vrais graphistes français. Il a insisté beaucoup là-dessus. Et je pense qu'il veut vraiment véhiculer les valeurs de Intermarché qui peut-être favorisent les producteurs locaux ou les agriculteurs, ou bien aussi le fait de ne pas utiliser de l'IA pour avoir fait cette pub. Ça renforce le truc du fait qu'on a envie de maintenir les emplois français, on a envie d'aider aussi la France, et c'est un peu ça les valeurs d'Intermarché. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est super bien communiqué. Ensuite, on passe, désolé je parle beaucoup, j'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner et à me booster. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos comme ça sur cette chaîne là. On passe au commandement numéro 5, on y arrive bientôt à la fin, il y en a 10. Turn failure into a strategy. Tourne tes échecs en stratégie. En gros, elle dit qu'il faut réagir rapidement à des échecs, analyser pourquoi c'est arrivé, comment y remédier et comment ne pas reproduire. Par exemple, elle explique que pour sa marque Skims, au début ça s'appelait Kimono. Et Kimono, c'est un habit traditionnel japonais, et le gouvernement japonais lui avait envoyé une lettre pour lui dire c'est pas possible que tu prennes le nom Kimono, c'est assez cher au Japon. Cher, j'entends pas par le prix, cher au Japon. Donc pour nous, c'est un manque de respect que tu appelles ta marque Kimono. Au final, cet événement a tourné tous les regards sur le lancement de la marque, puisque tout le monde se demandait comment est-ce qu'elle allait renommer la marque et comment est-ce qu'elle allait rebondir. Donc finalement, elle a vraiment tourné cet échec
en stratégie, puisqu'elle a aussi demandé à sa communauté comment renommer la marque. Elle a réagi super vite, elle a changé le nom de sa marque. Il y a eu des problèmes parce qu'il y avait des étiquettes avec le nom Kimono qui étaient déjà cousues sur des vêtements et qui étaient déjà envoyées à des clients. Donc elle a dû en fait réagir très vite, dire qu'elle s'excuse et surtout trouver un nouveau nom de marque très rapidement pour ne pas laisser en fait son public dans le flou. Je trouve que ce qui est intéressant là, dans ce qu'elle dit dans Turn Your Failure into a Strategy, c'est qu'elle va faire un failure playbook, donc un livre ou un manifeste on va dire de tous les échecs qu'elle a eus et pourquoi elle les a eus, et de les analyser et d'essayer d'en extraire peut-être des process qui font qu'on ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Et là, moi, où je vois plus loin, c'est, on va parler de sa fameuse mixtape. C'est que je me souviens quand c'est sorti, elles en parlaient énormément dans Keeping Up with the Kardashians. Donc déjà, ça correspond aussi à contrôler le récit sur ce qui est montré de nous sur la place publique. Et en plus, c'était un peu un échec. En vrai, je pense que personne n'a envie d'être exposé sans son consentement dans des moments très intimes. En tout cas, je veux pas aller dans le débat de est-ce que c'était voulu, pas voulu, est-ce que c'était elle, est-ce que c'était son ex, etc. Je vais partir du principe que c'était son ex et qu'elle avait pas voulu exposer sextape. Et il y a plein de célébrités qui ont eu des sextapes qui ont fuité comme ça et qui n'ont pas forcément réagi là-dessus. Kim Kardashian, là, elle a été intelligente et c'est peut-être ce qui lui est beaucoup reproché, c'est qu'elle a capitalisé là-dessus, elle a tourné cet échec en stratégie, puisque dans les épisodes des Kardashians, je pense que ça doit faire partie des épisodes les plus vus, où on voit comment est-ce qu'elle réagit à cette step qui est sortie sur elle. On voit comment elle se prépare à aller en interview chez Ellen DeGeneres pour expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Et c'est encore un arc narratif qu'elle a utilisé jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand Kanye West a apparemment racheté sa tape et qu'elle avait peur que ses enfants y soient confrontés, etc. Donc c'est toujours quelque chose, cet échec en fait, c'est toujours quelque chose qu'elle utilise pour se raconter elle-même, raconter ses faiblesses et avoir cette impression qu'elle est authentique. Donner cette impression qu'elle est authentique. Est-ce qu'elle l'est, est-ce qu'elle l'est pas, est-ce que cette c'était un coup marketing, etc. Ça, j'en sais rien. Autre point que je voulais aborder, c'est que beaucoup de marques de l'écosystème Kardashian se sont fait épingler parce que c'était des marques qui n'étaient pas du tout qualitatives. Par exemple, il y a eu Kylie Swims, donc la marque de Kylie Jenner, une marque de maillots de bain où les maillots de bain étaient certes très beaux sur Instagram, mais une fois que tu les recevais, le tissu était transparent, il y avait des fils apparents, le maillot de bain était beaucoup trop petit pour les formes des gens, pour la morphologie des gens, et je pense qu'elles ont appris de ces erreurs-là, en embauchant justement, comme je vous disais, Emma Grede par la suite, parce que Kylie Jenner travaille aussi avec Emma Grede sur le développement de produits pour donner des produits beaucoup plus qualitatifs. Et je pense que ce qu'elles ont appris, c'est pas parce que t'es une célébrité que les gens vont adhérer à ton produit. Ils vont peut-être y adhérer pour le lancement, c'est-à-dire par curiosité, parce que voilà, ils veulent acheter le produit. Par la suite, il faut que ton produit il tienne la route, qu'il soit assez qualitatif, et pour ça, il faut t'entourer des meilleurs. Donc parfois, il faut aussi savoir s'entourer sur les choses pour lesquelles on n'est pas forcément expert. Il faut savoir trouver quelqu'un qui fait mieux les choses que nous, même si au début, je conseille pas forcément de tout de suite déléguer. Mais par exemple, pour une chaîne YouTube où tu commences vraiment à scaler et à vraiment grandir, à développer, que tu captes peut-être plusieurs sponsors, n'hésite pas à avoir un monteur, n'hésite pas à avoir quelqu'un qui t'aide sur la stratégie, n'hésite pas à avoir des regards extérieurs et des gens qui vont t'aider à vraiment développer ta présence en ligne. Et parfois, il faut investir, et oui. Par exemple, moi, ce que je fais avec mes clients en stratégie, c'est que s'ils sortent une vidéo qui n'a pas marché, on va essayer d'analyser pourquoi cette vidéo n'a pas marché. Est-ce que c'est l'intro qui était pas bonne? Est-ce que c'était la rétention? Au bout d'un moment, les gens ont lâché? Est-ce que les gens n'ont tout simplement pas cliqué? Et donc là, on peut facilement rectifier le tir en changeant la miniature, en changeant le titre. Plein de paramètres comme ça qu'on essaye d'extraire de certains échecs pour ensuite ne pas reproduire les mêmes choses. Et c'est pareil pour les succès. Il faut effectivement fêter ses succès, mais aussi comprendre pourquoi c'est un succès. Sur YouTube, il y a énormément de données qui peuvent nous indiquer pourquoi est-ce que c'est un succès. Est-ce que les gens ont beaucoup cliqué? Ce que j'ai dit en fait. Est-ce qu'il y avait une bonne rétention, une bonne durée de visionnage sur la vidéo? Est-ce qu'il y a des bons commentaires? Est-ce qu'il y a un bon engagement autour de ton contenu? Et essayer de répliquer ce succès, d'en extraire en fait une méthode, un playbook en fait, qu'on va répliquer à l'avenir. Et ça c'est intéressant parce que they prove it, you perfect it, ils le testent, vous le perfectionnez. Ça permet en fait à chaque fois d'acquérir de l'expérience et de se perfectionner dans notre travail, dans notre création de contenu. Et j'avais envie de dire un truc, il faut aussi faire très attention à ne pas se laisser démotiver par les échecs. Les échecs, ça arrive, ça veut pas dire que c'est toi qui es nul. Et je sais que c'est très compliqué souvent quand on a un peu une marque ou bien quand on est créateur de contenu et que notre chaîne, notre présence en ligne, c'est un peu notre bébé et c'est un peu aussi l'image qu'on renvoie, on a l'impression que c'est nous. Mais non, parce que parfois, quand tu as un échec, il faut essayer de comprendre pourquoi tu as cet échec. Souvent, on dit non, mais l'algorithme, il change, les gens ne m'aiment plus. Non, c'est juste parce que tu n'as pas fait une assez bonne vidéo pour que les gens la regardent. Je pense que la clé aussi pour se détacher de ça, c'est effectivement de fêter ses victoires et ses succès,
mais de pas trop le prendre en termes d'ego. Voilà, ne pas trop se galvaniser par être galvanisé, ou se sentir galvanisé, ou se galvaniser, je sais pas, vous avez compris j'espère, par nos succès. Et ça permet aussi d'avoir ce détachement et ce recul quand il y a un échec. Très compliqué à faire, je pense que beaucoup de créateurs de contenu ou bien des gens qui ont des marques vous le diront, c'est un travail mental à faire sur soi. Ensuite, le commandement numéro 6, c'est Your customer is your co-founder. Donc, votre client est votre cofondateur. Donc là, elle dit toujours un peu dans cette idée de prendre les critiques des gens, mais ce qu'elle dit surtout, c'est d'impliquer ton audience, ta cible, dans la création de ton produit. Par exemple, elle va beaucoup consulter pour la marque Skims des athlètes qui ont été amputés, des femmes qui ont eu le cancer du sein. Elle va vraiment demander leur avis pour savoir comment créer un produit qui leur conviendrait et qui répondent vraiment à leurs besoins. Ça, c'est intéressant parce que ces gens-là, c'est peut-être des gens un peu oubliés par l'industrie de la gaine. Et donc, elle essaye aussi, on voit vraiment qu'elle essaye d'adresser des marchés qui, d'habitude, ne sont pas adressés. Et ça, on dit souvent que quand ton audience se sent impliquée dans le produit, plus tu renforces ta communauté, plus tu leur demandes leur avis, plus ils vont créer de l'attachement à ton produit. Et évidemment, on vend à des humains, donc il faut aussi traiter les gens, on va dire, comme des humains. Ça me paraît normal. Mais quand on a une communauté, on pense souvent que on peut pas inclure les gens dans les coulisses, demander vraiment l'avis sur la création d'un produit. Je pense que c'est ce que font beaucoup de marques, par exemple, qui font du crowdfunding, qui vont demander à leurs clients d'investir d'abord avant que le produit ne soit fait et qui vont partager en fait les coulisses et les behind the scenes de la création de produits, demander un avis, peut-être envoyer des échantillons aux clients les plus fidèles pour avoir des retours. Donc Kim, elle explique qu'elle essaye d'inclure le plus possible sa communauté dans la création de ses produits, dans les behind the scenes, dans les coulisses, pour qu'ils se sentent vraiment impliqués. Et ça crée aussi de l'engouement pour un produit. Il y a ce qu'on appelle le IKEA Effect. Le IKEA Effect, c'est le principe selon lequel plus on met du temps et de l'effort dans un produit, plus on va y être attaché émotionnellement. Pourquoi ça s'appelle IKEA Effect? Parce que IKEA, ils nous vendent des meubles qu'on doit construire nous-mêmes. Et apparemment, si on les a construits nous-mêmes, eh bien, on sera plus attaché à ces meubles-là. Alors, dites-moi dans les commentaires si pour vous, c'est exactement le cas. Mais moi, c'est tout l'inverse. Mes meubles IKEA, limite, je m'en fous. Mais bon, bref, c'est un principe qui est beaucoup repris en marketing. Maintenant, on va passer au commandment numéro 7. Le commandement numéro 7, et c'est mon préféré, c'est Culture sets the time. La culture définit l'époque. En gros, Kim Kardashian dit que le timing est super important quand on développe un produit, quand on développe une marque. Elle dit par exemple que Skims n'aurait pas été possible dans les années 2000 parce que le corps idéalisé à cette époque-là, c'était le corps tout mince. C'était pas dans les mentalités d'être inclusif, c'était pas dans les mentalités, dans la culture populaire des gens, de penser à accepter ces formes, ou en tout cas de manière mainstream. Elle dit donc que si elle avait commercialisé des gaines pour des tailles inclusives à cette époque-là, ça n'aurait pas du tout marché parce que ce n'était pas dans le bon timing culturel. Et surtout, il y avait cette norme qui était très très tournée autour du corps mince, autour du corps filiforme. Il fallait pas prendre un pet de gras. Alors ça veut pas dire que dans la société, il y avait pas des gens qui avaient déjà des formes, mais ça veut juste dire que l'idéal normatif, ce n'était pas ça. Et puis, en quelques années, ça a changé puisqu'on a eu le mouvement body positive qui a permis à des femmes qui avaient des formes d'être beaucoup plus représentées sur la scène médiatique. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des marques qui n'ont pas su repérer ce shift qu'il y a eu culturellement, le shift culturel qui s'est opéré dans les mentalités des gens. Et par exemple, une marque comme Victoria's Secret, qui était très populaire dans les années 2000, à un moment, elle s'est fait épingler parce que elle mettait beaucoup trop en avant des standards de beauté inatteignables avec des corps très fins. Il y avait même des mannequins qui se plaignaient de devoir justement elles-mêmes répondre à ces standards en se privant de nourriture, ou bien on leur faisait des réflexions quand elles prenaient peut-être un petit peu trop de poids. Donc ça marchait bien dans les années 2000 parce que c'était le mannequin de Victoria's Secret, c'était la marque pour qui tous les mannequins voulaient défiler, c'était un petit peu un graal d'être une Victoria's Secret Angel. Et puis il y a eu le mouvement body positive qui a commencé à déplacer la norme et le standard de beauté vers d'autres morphologies. Et Victoria's Secret, ils ont continué justement à établir ces standards de beauté hyper filiformes de la mannequin, toujours brushingée et toujours très mince avec pas un pet de gras. Et ça ne passait pas du tout avec l'époque et avec ce qui était en train de se passer sur la scène médiatique. Et là où ils ont fait une grosse erreur, c'est qu'ils n'ont pas shifté eux-mêmes tout de suite comment est-ce qu'ils allaient représenter les mannequins en incluant justement des tailles beaucoup plus inclusives. Non, ils ont attendu que les gens le leur fassent remarquer. Ils ont attendu de se prendre des bad buzz pour ensuite embaucher des mannequins inclusifs. Mais du coup, ça ne faisait plus du tout authentique. Et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, ils ont un petit peu compris aussi le shift culturel qui s'opère aujourd'hui, puisque tout le monde veut perdre du poids. On remet beaucoup en cause le mouvement body positive. Et si vous regardez le défilé Victoria's Secret par rapport à il y a quelques années où ils ont décidé d'être plus inclusifs parce que on les avait pointés du doigt, aujourd'hui,
ils le sont beaucoup moins. Et c'est exactement pareil pour une marque que je suis sûre vous connaissez, Abercrombie Fitch. Alors eux, c'est même encore pire puisque le directeur de cette marque disait qu'il ne voulait pas que les clients d'Abercrombie Fitch que les clients d'Abercrombie Fitch soient gros ou soient moches. Et d'ailleurs, il employait des employés de magasins qui correspondaient à certains critères de beauté. Et ça a toujours été leur direction artistique depuis des années. Alors effectivement, dans les années 2000, ça passait parce que tout le monde voulait avoir sa photo avec le mannequin d'Abercrombie Fitch, mais avec le mouvement body positive et avec les consciences qui se sont éveillées, ça ne passait plus du tout. Et aujourd'hui, on entend parler d'Abercrombie Fitch. Là où je rejoins Kim Kardashian, c'est que c'est important pour une marque de comprendre la culture dans laquelle elle s'inscrit. Et je pense que quelqu'un qui a bien compris aussi dans quelle ère culturelle, dans quelle époque on était, c'est Hailey Bieber, qui, avec l'explosion de la skincare coréenne, a repris exactement tous les codes de la skincare coréenne pour les adapter à son image, et aussi avec la montée de la tendance de la clean girl, elle comprend tout à fait l'époque. Maintenant, je pense que le challenge pour elle, c'est si cette tendance devient beaucoup moins importante, comment est-ce qu'elle va réussir à changer la manière dont elle va vendre à ses clients. Exactement pareil pour Kylie Cosmetics, qui au bout d'un moment n'avait pas compris qu'on n'était plus dans l'ère de la baddie, que les gens mettaient beaucoup moins de maquillage, et en tout cas beaucoup moins de maquillage très prononcé, on était plus sur du no make-up make-up, et donc ces collections de produits étaient devenues un petit peu obsolètes. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une nostalgie des années 2016, donc Kylie Jenner, elle revient un peu sur cette esthétique-là de King Kylie, de la baddie, parce qu'il y a une nostalgie chez la Gen Z de tout ce qui se faisait en 2016 ou avant le Covid. Mais il y a quelques années, c'était pas le cas. On est plus dans la clean beauty. Et Kim Kardashian, elle explique bien que quand elle a créé KKW Beauty, donc sa marque de cosmétiques et de maquillage, au début, elle n'avait pas de budget pour employer des gros influenceurs, donc elle s'est tournée vers des micros-influenceurs, et elle dit, les micros-influenceurs, ils ont on leur adresse un plus petit budget, et puis quand ils reçoivent ton produit, ils sont tellement contents de recevoir le produit qu'ils vont en parler à leur communauté de manière beaucoup plus authentique qu'un gros influenceur qui a déjà le brief de pas mal de marques qui veulent collaborer avec lui. Et le truc avec les petits influenceurs, c'est que ils ont certes de plus petites communautés, mais parfois c'est des communautés beaucoup plus engagées qui vont beaucoup plus suivre leurs recommandations. Là où on se dit qu'un gros influenceur, et on l'a vu avec les gens de télé-réalité, c'est pas parce que t'as 1 million d'abonnés que t'as vraiment 1 million de personnes qui te suivent et qui vont suivre tes recommandations. Ils ont finalement parfois très peu d'engagement pour la plupart. Et il y a aussi cette méfiance qui se fait envers les gros influenceurs où on se dit que c'est devenu des panneaux publicitaires et donc ils sont beaucoup moins authentiques. Ça aussi, c'est un changement de mentalité dans la culture populaire, on va dire. Et ça, Kim, je pense qu'elle l'a compris, et c'est pour ça qu'elle a d'abord commencé avec des micro-influenceurs pour promouvoir sa marque KKW Beauty. Et je me dis, du point de vue de ma chaîne YouTube, ça peut être intéressant parce que moi, j'ai pas une grosse chaîne YouTube, j'ai à peu près 23 ou 24 000 abonnés. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup de maisons de luxe qui invitent par exemple des influenceurs à des défilés, invitent des influenceurs qui ont certes une image très forte, de très grosses communautés, mais finalement, quand tu leur demandes leur avis sur le défilé, ils vont te dire c'est slay, c'est iconique, c'était incroyable. Ils vont pas avoir soit l'esprit d'analyse, l'esprit critique. Et effectivement, c'est un peu délicat quand t'es invité par une marque de dire du mal de la marque, et c'est pas vraiment ce que je préconise. Mais il n'y a pas vraiment une analyse fine, peut-être expliquer les références qu'on peut retrouver dans le défilé, qu'est-ce qui a inspiré le créateur pour faire telle ou telle pièce. Juste faire un peu un contenu un peu éducatif, ou plus vulgariser, je dirais, le monde de la mode. Pareil pour le Met Gala. Alors ça, moi je dis pas que je veux participer au Met Gala, mais il leur a été beaucoup reproché de faire appel à des influenceurs parce que faut savoir qu'au Met Gala, vous avez les personnalités, les célébrités, donc des acteurs, des chanteurs, des gens de l'industrie, et puis il y a une petite partie des invités qui sont des influenceurs, des tiktokers, des youtubeurs, etc. Et donc il y a eu beaucoup cette discussion autour du fait que les influenceurs qu'ils invitaient, c'était pas vraiment des gens qui avaient une grosse sensibilité avec la mode, qui avaient un esprit critique, ou même qui avaient un style très particulier, et un amour vraiment de la mode, des maisons, une compréhension de tout ce monde-là. Et ça, on le voit notamment, je pense, plus chez les célébrités, quand elles doivent décrire leur style, raconter pourquoi est-ce qu'elles se sont habillées comme ça pour répondre au thème du Met Gala. Souvent, on sent que c'est un brief qui leur a été donné par la marque, et il y a moins ce côté assez authentique, assez spontané, assez analyse, surtout quand elles rentrent pas dans le thème. Et ça se voit beaucoup, et je pense que les gens le ressentent, y compris de la part des célébrités, mais ça on peut pas vraiment y faire grand chose, mais aussi y compris de la part des influenceurs, qui sont de moins en moins authentiques, et qui sont de moins en moins, on va dire, spécialistes d'un sujet. Et je pense que les marques, les maisons de luxe, les grands événements, ou bien les maisons qui font des défilés, devraient se concentrer sur des créateurs qui ont peut-être plus cet esprit d'analyse,
qui ont vraiment une vraie appétence pour la mode, ça leur donnerait cet aspect beaucoup plus authentique et moins on a un panneau publicitaire qui vient assister à notre défilé. Ça leur permettrait même de véhiculer certaines valeurs, de véhiculer certains messages. Imaginons derrière la marque, il a envie de faire référence à tel peintre du 19e siècle ou bien à telle pièce de théâtre. Ça pourrait être des messages qui sont véhiculés par des influenceurs au lieu d'avoir juste de l'image pour les réseaux sociaux. Donc beaucoup de marques n'arrivent pas trop à capter l'air du temps et la montée de certains mouvements, le ressenti aussi de leur audience, le côté où on a envie d'avoir beaucoup plus d'authenticité aujourd'hui et qu'on connaît beaucoup plus les rouages du monde de l'influence et qu'on sait que quand un influenceur va promouvoir une marque, c'est pas forcément hyper honnête. Ensuite, le commandement numéro 8, c'est Know your worth, then add tax. Connais ta valeur et ensuite ajoute la taxe. Donc là-dedans, elle explique qu'en gros, les premiers deals qu'elle a fait avec des marques, souvent elle se faisait arnaquer. Elle a des agences qui ont profité de sa naïveté pour se faire beaucoup plus d'argent sur son dos parce qu'elle ne savait pas ce que valait son image. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que son image, elle se l'est aussi construite à travers le temps. Comme je vous disais, Kanye West, quand il s'est mis avec Kim Kardashian, il a retravaillé totalement son image pour la rendre beaucoup plus premium auprès des marques de luxe parce que avant, elle était persona non grata dans le monde de la mode et encore plus dans le monde du luxe. C'est très marrant de voir que juste l'image que tu véhicules peut te débloquer certaines opportunités. Et je pense que c'est aussi pour ça, mais ça je vais encore me répéter, que maintenant elle essaye d'avoir une image beaucoup plus sérieuse parce que peut-être qu'elle veut se débloquer des opportunités et qu'elle a une vision beaucoup plus large et long terme pour son image de marque parce qu'elle sait qu'elle va pas tout le temps pouvoir vendre grâce à son corps et à son physique. Il faut qu'elle s'ancre dans le temps pour faire perdurer son business, faire vivre sa marque. Et ça, je trouve que en tant que créateur de contenu, au début, c'est pas quelque chose à laquelle on doit penser. On doit juste d'abord penser à créer du bon contenu. Pareil pour une marque. Mais au bout d'un moment, il va falloir avoir une certaine direction artistique qui va permettre aussi juste un tout petit truc qui va peut-être permettre qu'on va avoir une image plus premium de toi et donc qu'on va vouloir vraiment payer le prix pour toi. Alors si par exemple t'es freelance en graphiste ou en vidéo, ça va s'acquérir par l'expérience où là vraiment tu pourras imposer des tarifs beaucoup plus premium. Alors bien évidemment quand tu es junior, moi je recommande pas de se vendre gratuitement, mais tu pratiques la tarification des juniors. Si dans ton portfolio t'as rien à montrer, t'as aucun résultat et t'as travaillé avec personne, faut quand même faire ses preuves. Après, une fois qu'on évolue, effectivement on peut augmenter ses tarifs et je trouve qu'en tant que créatrice de contenu c'est super difficile de se vendre et de négocier avec des marques. Alors moi au début quand je suis arrivée dans ce milieu là, j'y connaissais rien. Quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'abonnés, il y avait des marques qui me contactaient, mais je ne savais absolument pas comment négocier et je ne savais pas à quel prix me vendre. Alors heureusement aujourd'hui j'ai un agent qui négocie pour moi et c'est beaucoup plus facile parce que les marques se disent pas ok là je parle à quelqu'un de naïf, je parle à quelqu'un qui connaît son métier et qui sait ce que la chaîne de Shanice vaut. Mais je sais qu'il y a aussi des influenceurs pour justement éviter ce truc, des marques qui prennent un peu l'avantage sur la négociation, ils vont faire semblant d'avoir un agent en créant une fausse adresse mail, mais en fait derrière cette adresse mail c'est eux. Ensuite, le 9e commandement, c'est Empires are built before dawn. Un empire se construit avant l'aube, ou bien l'avenir en gros appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pour ce commandement, elle dit que elle essaye toujours d'optimiser son temps, elle va répondre à des mails ou à des appels pendant qu'elle fait son sport ou pendant qu'elle est au dentiste. Je sais pas comment tu réponds à des appels pendant que tu es chez le dentiste, mais bref, en gros, c'est levez-vous tôt, ayez une routine, soyez organisés, etc. Un peu les conseils bateaux qu'on donne que les coachs en business et en développement personnel donnent. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. J'ai eu une discussion avec mon frère qui me disait que en fait, tout le monde n'avait pas le même pic de productivité dans la journée. T'en as qui vont être plus efficaces le matin, t'en as qui vont être plus efficaces l'après-midi après une sieste, t'en as qui vont être plus efficaces très tard le soir. Et donc il faut connaître ton pic de productivité et donc agencer un peu ton agenda en fonction. Moi c'est ce que je fais. Après est-ce que je suis vraiment bonne conseillère? Parce que moi mon but dans la vie c'est pas de gagner des millions d'euros. Moi mon but c'est d'avoir une vie assez confortable pour pas trop me soucier des lendemains, faire mes courses, payer mes factures, payer mon loyer, etc. Avoir encore un peu assez pour prendre soin de moi, pour avoir des loisirs et j'aspire pas à avoir une villa, vivre sur un yacht, etc. Donc peut-être que des gens qui ont des ambitions là de créer vraiment des grosses boîtes, peut-être que effectivement vont mieux pas dormir jusqu'à midi. Mais moi je favorise quand même déjà mon sommeil, étant donné que je me couche tard, je vais aussi me lever par exemple plus vers 10h. Enfin je vais jamais me lever à 5h pour aller courir et encore moins sous le froid. Effectivement je vais faire du sport, je vais avoir mes routines un peu bien-être, mais je fais vraiment attention à, on va dire, comment est-ce que je me sens et je vais jamais trop me forcer. Et ça va aussi dans le sens où quand je choisis, enfin quand je discute avec des clients
et bah si le client ne correspond pas à la vision que j'ai du travail, à la vision que j'ai d'une collaboration, ou même par exemple que le projet tout simplement ne me correspond pas ou ne m'intéresse pas tant que ça, bah, je vais pas être dans la course à avoir ce client, à avoir absolument son argent. Je vais d'abord privilégier moi comment je me sens, et ça c'est aussi trop bien, c'est le côté un peu libertaire d'être freelance, qui vient aussi avec des inconvénients. Les inconvénients, c'est que t'es pas toujours stable financièrement. Donc effectivement, avoir des routines, être bien organisé, c'est essentiel, mais je pense qu'il faut aussi s'écouter. Et si toi, t'es pas fait pour te lever à 7h du matin ou à 5h du matin tous les jours, honnêtement, ne le fais pas si surtout t'as pas non plus l'ambition de devenir Steve Jobs. Je trouvais ça intéressant parce que, pourquoi on parlait de ça avec mon frère, c'est parce qu'il me disait qu'il y avait eu des débats autour du fait qu'on fasse lever les enfants très tôt pour aller à l'école, pour leur dispenser des cours, mais tout le monde n'est pas du matin, et parfois tu intègres moins ce qu'on t'apprend le matin, alors que si le matin, je sais pas, on te faisait faire du sport, et peut-être l'après-midi, pour en tout cas ceux qui se sentent le plus de le faire, avoir des cours, et bah peut-être qu'on serait beaucoup plus productif et que les gens apprendraient mieux. Mais bon, ça, je laisse ça au débat. Donc moi, je suis pas forcément dans tout ce truc de dire il faut être hyper productif jusqu'à presque aller au burn-out, il faut aller au sport tous les matins, il faut se forcer, se faire violence, etc. Les gens qui disent ça, en général, ils sont dans des milieux quand même assez privilégiés. Monsieur et madame tout le monde, quand t'as un enfant, quand tu dois faire le ménage chez toi, quand tu dois faire à manger, quand tu dois aller chercher ton gosse à l'école, monsieur et madame tout le monde n'a pas le temps d'être super productif dans son travail. Quand ton enfant il a eu la grippe la veille et qu'il a pleuré toute la nuit par exemple, un peu compliqué de te lever hyper tôt pour aller faire du sport. Ce qu'elle dit pas, c'est que elle a des nannies, qu'elle a un coach sportif, qu'elle a des femmes de ménage, qu'elle a un chef cuistot. Effectivement, c'est plus facile de se dégager du temps, être hyper productif dans sa journée de travail. Ensuite, on arrive enfin au dernier commandement, et ça fait longtemps que je parle. Le commandement numéro 10, because I said so, donc parce que je l'ai dit. Et dedans, elle dit que quand il y a des désaccords en interne ou des paralysies décisionnelles, elle tranche, même si ce n'est pas consensuel. Une marque faible, elle fait beaucoup trop de compromis. Alors, je vous parlais de l'importance de déléguer. Effectivement, déléguer, c'est intéressant parce que tu peux avoir le retour de plusieurs personnes, tu peux avoir des gens qui font des choses beaucoup mieux que toi, mais à la fin de la journée, il faut que ce soit acté que il y ait au moins une personne qui va trancher. Donc là, dans le cas de Kim Kardashian, apparemment, c'est elle. Et si toi, tu sais que t'as pas cette capacité à pouvoir te fixer des deadlines, il faut que quelqu'un te booste pour te dire « Ok, là, ton contenu, par exemple, il est assez bien, il faut le sortir, on tranche, et c'est bon. » Il y a plein de choses où, dans ta vie dans ta vie entrepreneuriale, où tu vas devoir prendre des décisions, et il va falloir t'y tenir, et vraiment trancher, parce que c'est le meilleur moyen déjà pour procrastiner et aussi pour s'éparpiller. Si on applique toutes les idées qui nous viennent en tête, crée plus du tout une marque claire et un positionnement clair. Personnellement, moi, ce que j'essaye de faire dans ma création de contenu, si je sais que je dois faire un montage mais que je suis pas totalement satisfaite du montage, comme j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, que j'ai sorti pas mal de vidéos, que je sais un peu ce qui fonctionne sur ma chaîne, quel type de montage a mieux performé, enfin plutôt quel type de vidéo a mieux performé que d'autres, si je dois trancher, imaginons sur ok, ce montage là je l'aime pas de fou, mais est-ce qu'il est assez bien pour que la vidéo sorte sur ma chaîne? Et ça, pour moi, le cheat code, c'est d'avoir un cahier des charges où tu te dis, ok, le standard pour un montage sur ma chaîne, c'est ça. Le standard pour un script sur ma chaîne, c'est ça. Le standard pour une miniature sur ma chaîne, c'est ça. Ça englobe un peu tout ce qui a été dit dans cette masterclass-là. À chaque fois que tu vas avoir des critiques, que tu vas avoir des échecs, que tu vas avoir des choses qui n'ont pas vraiment bien fonctionné, tu vas en tirer de la data. Donc tu vas te faire un sort de cahier justement des charges pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et donc tu sais que si ces erreurs-là apparaissent dans le projet ou dans le contenu que tu veux sortir, tu ne peux pas le sortir. Mais par exemple, si ces erreurs-là n'apparaissent pas, mais que ça correspond quand même au cahier des charges, que la vidéo est assez bien, on se détache en fait, on essaye de ne pas avoir trop cet aspect émotionnel et on sort quand même ce qui doit être sorti. Alors est-ce que Kim Kardashian elle est vraiment légitime à donner tous ces conseils-là? Moi je pense que oui. Je pense que c'est des conseils un petit peu de base qu'on doit donner à des gens qui veulent se lancer dans n'importe quel projet. C'est des conseils intéressants. Après, tout ce qu'elle dit pas, c'est que certes parfois elle avait pas de budget par exemple pour payer les influenceurs, mais elle avait quand même une grosse visibilité. Quand elle dit qu'elle respecte pas forcément les heures pour poster de l'algorithme, qu'elle est pas forcément constante, mais elle a déjà une grosse audience. Donc il y a certains trucs qui peuvent pas s'appliquer à monsieur et madame tout le monde, mais dans la globalité, ce qu'elle dit, je trouve que c'est plutôt pertinent. Donc globalement, je pense que Kim Kardashian, effectivement, elle est légitime à donner des conseils en business. Après, ça n'empêche pas le fait qu'elle a quand même été privilégiée. C'est beaucoup plus facile quand t'as un réseau, c'est beaucoup plus facile quand t'as déjà une grosse audience et que t'as déjà un peu tous les projecteurs qui ont été mis sur toi. Donc je pense que c'est intéressant d'écouter Kim Kardashian, mais on ne peut pas tout prendre en compte et on n'aura pas le même niveau de succès, ça c'est sûr, si on part de rien. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle autre vidéo vous voudriez que je fasse autour de la création de contenu, autour même de la création de marques et du marketing. C'est vraiment des sujets qui moi me passionnent, je pense que vous l'avez vu, ça fait plus de 1 heure que je blablate et que je déblatère
sur ce sujet-là. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et abonnez-vous surtout à la chaîne pour ne rien rater. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver où je vais vous montrer vraiment les coulisses de la création de contenu, de comment est-ce que je travaille avec les créateurs et comment est-ce que je travaille sur ma chaîne. Je vais arrêter de parler parce que j'ai plus de salive, j'ai plus à boire. Donc abonnez-vous et n'hésitez pas à booster la vidéo et moi je vous retrouve plus tard.